Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau point lecture. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait un. Je crois qu'il y a un peu plus de 15 jours maintenant, je crois. Je vais vous parler de 7 romans, pas moins de 7 romans, dans ce bilan lecture. Alors j'ai longtemps hésité à soit vous faire 2 vidéos point lecture ou une seule vidéo avec l'intégralité des 7 romans. Je me suis dit, bon, je le filme en une fois, après je le mets en ligne, libre aux gens de regarder tout d'un coup, ou de couper, de regarder la moitié, et puis de regarder l'autre moitié plus tard. Je vous laisse libre du visionnage de la suite de la vidéo. Grosso plein d'eau, le bilan, il y a du bon et il y a du moins bon. Donc voilà, vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo ce qui a été et ce qui n'a pas été, bien évidemment. Mais là, voilà, y a pas de, vous verrez, il y a pas de coup de cœur. Sauf peut-être le dernier, mais vous comprendrez le pourquoi quand vous verrez quel est le roman que je vais vous présenter en fin de vidéo. Comme ça, au moins, je suis sûre que s'il y a des petits curieux, ils resteront jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, comment teaser ses abonnés, voilà, c'est le meilleur moyen. Donc, on va commencer par Le cas Van Norden de Raphaël Passerin aux éditions Duval. J'ai été contactée par l'auteur lui-même pour me demander si j'acceptais de lire son roman policier qui était récemment sorti aux éditions Duval. Donc ici, on se retrouve avec d'anciens camarades de fac qui décident de se réunir tous ensemble je crois que c'était au bout de 7 ans. Au bout de 7 ans qu'ils ne s'étaient absolument pas vus, ils décident de se réunir comme au bon vieux temps chez l'un d'entre eux. Donc tout se passe bien. Les invités arrivent, tout se passe bien, jusqu'au moment où il y en a un qui rentre dans le bureau, hein, dans l'appartement, et patatras, il découvre le cadavre du dernier larron, hein, du dernier qu'ils attendaient. Alors forcément, tout passé le choc, chacun se soupçonne les uns les autres, étant donné que personne n'est sorti de l'appartement. Et donc, évidemment, le premier suspect reste quand même le propriétaire des lieux, étant donné qu'il n'y avait que lui qui savait que le septième compagnon était, que le quatrième compagnon était dans le bureau. Donc, pour essayer de se disculper, il va demander, tenez-vous bien, tenez-vous mieux, à son livreur de sushi, oui, c'est à son livreur de sushi, d'être son avocat et d'enquêter afin de, le disculper et de deux, trouver le meurtrier du fameux Karl von Norden, car c'est bien l'identité de notre mort. Donc, à la suite du cadavre, on se retrouve dans un huis clos, dans l'appartement de celui de l'un des compagnons où la fête avait lieu, et tous les ressentiments refoulés durant 7 ans, voire qui dataient de l'université, refont surface. Et là, on se retrouve plus ou moins dans une ambiance vaudevillesque, avec des grands cris, des grands mouvements de bras. On voit bien que les dialogues sont bourrés d'emphase, comme si les protagonistes jouaient une pièce devant un public. On se retrouve là comme ça avec de grandes emphases, je vous dis des portes qui claquent. Et on se retrouve aussi avec un petit côté Agatha Christie, parce que l'enquêteur, à savoir le livreur de sushi, il est quand même étudiant en droit de son état.
Il a présenté l'examen du barreau 2 fois, il s'est fait refouler 2 fois. C'est un grand amateur de romans policiers. Et donc, après moultes hésitations, il décide quand même néanmoins de venir en aide à son client préféré. Et il va être assez content quand même d'essayer de mettre en pratique tout ce qu'il a lu dans les romans en fait. Toutes les pistes, les petits conseils qu'il y avait, dont fourmillent les romans policiers avec lesquels il s'abreuve. Et donc du coup, on se retrouve dans cette ambiance-là. Des fois c'est drôle, des fois c'est affligeant, parce que franchement, les protagonistes sont d'une affligeance grandiose. C'est des vieux, c'est des vieux machins. On sent qu'ils sont tous aigris, ils ont tous un ressentiment profond, et c'est un peu particulier. Mais bon, voilà, l'écriture est sympa. Je vous dis, on a un peu l'impression d'assister à une pièce de théâtre de boulevard, matinée, d'une ambiance à la Agatha Christie dans ce roman. C'est très plaisant. Le style est très fluide, ça se lit très vite, et voilà, c'est franchement un livre vers lequel je n'aurais pas été de moi-même. Du coup, je remercie grandement Raphaël Passerin de m'avoir proposé de lire son roman. J'ai passé un excellent moment avec lui. Donc voilà, si vous aimez les ambiances un peu à la Agatha Christie, je vous conseille Le Cas von Norden. Et si vous aimez aussi les enquêteurs atypiques, je vous le conseille également pour le fait que ce soit le livreur de sushi qui mène l'enquête ici. Voilà. Alors, on va passer à non, pas celui-là. Pas celui-là. Non. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Voilà. Alors, ça c'est fait, que je vous reparle pas du même, hein, tant qu'à faire, sinon, je vais dire, yoyote quand même, la fille. Voilà. Et puis à la réflexion, je crois que non, je vais vous parler de 8 romans. Voilà. Donc ensuite, j'ai lu L'urne de Xanalor, La folie du roi de Vincent McFordine. C'est un roman auto-édité. Là aussi, j'ai été contactée par l'auteur lui-même, qui m'a proposé de lire cette saga de Dark Fantasy. Alors je lui dis ouais, mais bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de scènes de fesses, hein, parce que moi, la fesse pour la fesse, ça me saoule. Il me dit ah non, vous inquiétez pas, voilà, il y a des combats, il y a des têtes qui volent. Je fais, oh bah non, je t'ai plus, hein, s'il y a des têtes qui volent, je signe tout de suite. Bref, et donc j'ai lu ce premier tome où nous sommes dans un royaume dirigé par un roi. Alors vous me direz, bon, jusque-là, un royaume dirigé par un roi, c'est un truc assez classique, merci Virginie. Oui, certes, mais le roi a une araignée au plafond, hein. Il est complètement parano. Voilà, toute sa cour, voilà, son peuple disent de lui qu'il est un petit peu foufou, ce qui n'est pas complètement faux, je dirais plutôt qu'il est cyclotimique. À un moment tout va bien, et puis l'autre moment tout va mal. Voilà, bon, bref. Et donc, Vlatipa, qu'il apprend que le roi du royaume voisin, donc, a placé des troupes le long de la frontière entre leurs 2 royaumes. Et donc, le roi, le premier, donc, dans sa folie, estime que le second va lui chercher des noises et cherche à lui déclarer la guerre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Bah voilà, c'est lever une armée et aller péter la gueule, passez-moi l'expression, mais aller casser la figure au vil envahisseur, et par la même occasion, si on peut rafler le deuxième royaume par la même occasion, voilà, on aura fait coup double. Donc voilà, l'histoire est posée, vous avez 2 rois qui ont des conseillers, des ministres, et chaque clan, on va dire, complote, trahissent, agissent dans le dos des souverains. Bref, pendant tout
ce premier tome, ce n'est qu'un jeu de pouvoir. Ce n'est qu'un jeu de complot politique. C'est celui à qui tirera le premier. Alors, au début, on a un petit peu de mal à savoir qui est qui. J'ai dit, ah bah merde, celui-là, c'est le conseiller du premier roi, c'est pas le conseiller. Oh, bon, une fois que j'ai fait la petite mise à jour et la petite mise au point, ça s'est bien passé. Néanmoins, voilà, faut pas vous attendre à des combats dans celui-ci. J'espère que le deuxième tome, que l'auteur a eu la gentillesse de m'envoyer d'ailleurs s'il passe par là, je le remercie, il m'a envoyé le deuxième. J'espère que dans le deuxième tome, il y aurait un peu plus de combats. Je pense qu'il va y avoir un peu plus d'action quand même dans le deuxième tome, car ce qui arrive quand même en fin de premier tome laisse supposer que l'action, à proprement parler, va vraiment démarrer. Parce qu'ici, tous les complots politiques auxquels on assiste, voilà, sont nécessaires pour la mise en place du contexte. Alors c'est peut-être un peu long de préparer le lecteur sur tout le premier tome, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, il s'agit d'une trilogie. Il y a déjà deux tomes de parus et le troisième est en cours d'écriture. Donc peut-être que, voilà, une série en 3 tomes, peut-être que on peut se permettre, dans le premier tome, de s'étaler un peu plus sur le contexte politique de cette saga. Alors par contre, moi ce qui m'a un petit peu gênée, c'est que on entend parler de cette fameuse urne de Xanalor dans les peut-être 10 dernières pages du roman. Je m'attendais quand même à voir cette fichue urne un peu plus tôt dans le récit. Bon, voilà, c'est un point de détail. Voilà, sachez que vous n'entendrez pas, si vous vous lancez dans la série, vous n'entendrez pas beaucoup parler de l'urne de Xanalor avant la fin du premier tome. On sait à peu près ce que c'est. On n'en sait que les grandes lignes de ce qu'on a bien voulu nous en dire. Il y a sûrement, probablement, encore un sens caché à ça. Voilà, bon, malgré le peu d'action de ce premier tome, c'était quand même super intéressant parce que moi j'aime bien quand les conseillers se tirent la bourre et essaient de comploter derrière le dos du roi. Enfin bon, moi j'aime bien ça. Ça m'a pas dérangé. Peut-être trouvé ça un peu longuet, peut-être un peu long. Surtout la totalité du premier tome, peut-être. Peut-être le seul bémol que je peux avoir pour ce premier tome. Voilà, je me ferai un avis peut-être un peu plus détaillé sur cette saga quand j'aurai lu le deuxième tome. Je pense que je le lirai, probablement courant du mois d'octobre. Je vais pas trop le laisser traîner dans ma palle non plus. Mais voilà, c'est une bonne découverte. On va dire que c'est un tome introductif à la saga. Voilà, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas. Ou alors si vous voulez attendre mon avis sur le tome 2 avant de vous lancer, dites-le moi en commentaire. Voilà. Ça me poussera peut-être aussi à lire un peu plus rapidement le tome 2 pour vous donner un avis un peu plus à chaud sur l'action de ce deuxième tome. Ensuite, alors on change complètement, encore une fois, de thème. J'ai lu Celle qui brûle de Paula Hawkins, paru aux éditions Sonatine. Alors, je l'ai lu, oui et non. Là, je vous montre la couverture de la version numérique, mais si vous avez suivi ma précédente vidéo sur Parlons peu, parlons livre, sur les différents supports de lecture, je vous disais que j'étais tombée tel Obélix dans la marmite de potions magiques. Moi, je suis tombée dans la marmite des livres audio. Et donc, je vous disais que j'écoutais en audio Celle qui brûle de Paula Hawkins, et j'avoue que l'expérience a été très 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 positive.
J'avais beaucoup aimé, j'avais même adoré La fille du train, le premier roman d'autrice. Je crois que j'ai, au fond de l'eau, au fond de ma palle, humour quand il nous tient, sacré déconne aussi. Et donc, quand j'ai vu qu'il était disponible en audio sur NetGalley, je me suis précipitée dessus, bien entendu. Alors, je sais que Séverine l'a lu, néanmoins, je n'avais pas écouté. Pardon Séverine si tu regardes cette vidéo, mais j'ai pas voulu me laisser influencer par ton avis. Donc du coup, je l'ai vu après avoir lu le roman. Voilà. Parce que sinon on va encore me jeter des pierres que je n'écoute pas, les points lecture de la copine Séverine. Donc j'ai écouté ce roman et franchement, alors le livre a été lu par Keshu Kirsch et franchement, la voix de cette jeune femme, c'était prodigieux. Elle m'a embarquée dans ce thriller. Ici, on a le destin de 3 femmes. On a Carla, on a Myriam et on a Laura. Et on a un mort. Daniel Sutherland qui a été retrouvé mort, poignardé sur sa péniche. Myriam a découvert le corps, car elle habite sur la péniche voisine. Carla est la tante de Daniel Sutherland. Et Laura est la dernière personne à l'avoir vu vivant. Donc voilà, la police va quand même s'intéresser à ces 3 femmes. Et Paula Hawkins, elle a centré son roman sur la vie et la personnalité de ces 3 femmes. Alors on est très très loin des caricatures de beauté, d'intelligence, d'apparat. Voilà, elles sont pas tirées à 4 épingles, pas toutes. Elles n'ont pas une apparence de mère au foyer, heureuse au travail, dans la famille, heureuse mère de famille. Non. Laura a été victime d'un accident de voiture quand elle était petite. C'était un très très grave accident de voiture. Elle a passé de nombreux mois à l'hôpital. Elle a été dans le coma. Il a fallu qu'elle réapprenne absolument tout à la suite de cet accident. Elle a gardé quand même quelques séquelles neurologiques. Elle a des brusques accès de colère, ce qui lui a valu un certain nombre d'ennuis avec la police. Donc, vous imaginez bien qu'elle est un petit peu la première suspecte dans le meurtre. On a Carla, qui est la tante de la victime. On apprend très vite qu'elle a vécu un drame absolument affreux il y a quelques années, dont elle ne s'est absolument pas remise. Ça lui a coûté son mariage d'ailleurs. Et donc on la voit un peu à l'heure actuelle et ce qui s'est passé, et on revient un petit peu sur son passé. Donc Myriam, quant à elle, a été victime lorsqu'elle était plus jeune d'un enlèvement avec une de ses copines. Elle a réussi à s'enfuir, mais sa meilleure amie a été assassinée par leur kidnappeur. Et voilà, elle vit encore avec ce traumatisme. Et donc du coup, on a le portrait de ces 3 femmes, bien loin des stéréotypes des femmes toutes propres sur elles. Donc, il y en a une d'ailleurs qui clame haut et fort que ça la dérange absolument pas de pas se laver pendant une semaine. Ça la dérange pas. Et on est quand même bien loin de personnages féminins qu'on a l'habitude de côtoyer dans les romans. Et donc petit à petit, voilà, on arrive à détricoter un petit peu les fils de l'intrigue. Alors bon, c'est pas le polar du siècle, c'est pas le thriller du siècle. J'avais un peu deviné la fin, mais voilà, j'avais deviné les grandes lignes, hein, pas non plus, voilà. Mais j'ai vu la fin arriver quand même. Voilà, le gros point positif quand même de ce roman, ce sont les personnages féminins portés par la plume de Paula Hawkins qui contribuent quand même à
à mettre une ambiance un peu pesante, un peu sombre, avec des personnages assez complexes, un peu comme dans La Fille du train. Alors je peux pas vous dire pour le deuxième, hein, mais pour celui-ci, voilà, on est un peu dans cette ambiance-là. Et puis, alors voilà, aussi et surtout, si vous aussi vous le découvrez en audio, vous serez porté par la voix de Cachou Kirsch, qui franchement, elle prête sa voix aux trois personnages féminins. C'est absolument super. On est immergé complètement dans l'histoire et on est tout de suite en phase avec les trois personnages féminins. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Et je trouve que ça apporte un gros plus par rapport à la lecture ordinaire, que ce soit en numérique ou sur papier. Donc voilà, voilà, si vous aimez les bons thrillers avec des bons personnages bien tarabiscotés, voilà, je vous conseille Celle qui brûle de Paula Hawkins. Alors, ensuite, oui. Alors, tout récemment, j'ai bénéficié, voilà, Albin Michel Imaginaire l'avait annoncé sur ses réseaux sociaux. Voilà, ils ont publié en version numérique un recueil de nouvelles d'Estelle Faye qui s'intitule Brouillard sur la baie. Alors, Estelle Faye, voilà, vous n'êtes pas sans savoir si vous traînez un peu sur Instagram ou sur Instagram d'ailleurs, sur les réseaux d'Albin Michel d'Imaginaire. Estelle Faye va sortir Ouijigo le 29 septembre. J'ai eu la chance de le recevoir de la part d'Albin Michel Imaginaire, que je remercie de l'envoi, bien évidemment. Et donc, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance, avant Ouijigo, j'ai téléchargé ce recueil de nouvelles gratuit. Je pense il est probablement toujours disponible sur tous les bons fournisseurs, dans toutes vos bonnes librairies. Hein. Et donc ici, Estelle Faye, dans son parcours, a quitté la France pour San Francisco pendant quelques temps. Et de cette expérience, elle a écrit plusieurs nouvelles avec pour décor la ville de San Francisco et apparemment sa brume assez caractéristique. Et connaissant l'univers d'Estelle Faye, elle nous a quand même livré deux nouvelles très propres à son univers. Alors évidemment, ce sont des nouvelles, donc ce sont des récits très courts. Donc on est plongé dedans et puis pouf, la fin arrive, on l'a pas vu arriver et on se dit oh merde, c'est déjà fini. Bon, heureusement, il y en a une deuxième, on attaque la deuxième et c'est pareil, on est tellement porté par la plume de l'autrice que on voit arriver la fin et ah bah merde, c'est déjà fini. Bon, bah heureusement que j'ai Ouijigo dans ma balle. Voilà ce que j'ai envie de dire. Elle a très bien su jouer sur la magie de San Francisco, qui est, à mon sens, une ville multiculturelle, hétéroclite, qui brasse un peu les genres, les cultures. Et elle a mis un petit peu sa patte sur cette ambiance-là, avec un peu de matinée, d'un peu de fantastique, bien évidemment. Et ça donne une incursion dans l'univers d'Estelle Faye. Donc si vous voulez débuter avec cette autrice, n'hésitez pas à vous plonger dans Brouillard sur la baie. Alors bien évidemment, ce n'est qu'un tout petit échantillon de ce que produit l'autrice. Vous aurez très bientôt d'ailleurs mon avis sur Ouijigo. Je pense que je vais le lire très prochainement, voire la semaine prochaine, mais pas loin. Et donc voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que voilà, ce sont des nouvelles, c'est très court. Je vous encourage simplement à découvrir l'univers de l'autrice. Et si ça vous plaît, vous plongez dans les autres ouvrages. Et il y en a un certain nombre, hein, La Voix de l'Oracle par exemple, qui était très très bien, que j'avais beaucoup aimé et que j'ai lu bien avant d'ouvrir cette chaîne. Voilà. Donc je vous conseille, si vous voulez commencer, si vous voulez découvrir l'autrice, de vous jeter sur Brouillard sur la baie. Et je crois qu'on a terminé. Ah bah non, on n'a pas fini dans le numérique.
Non, 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 non. On n'a pas fini dans le numérique. Non. Donc là, je vous ai parlé de 1, 2, 3, 4. Si c'est... Oui, non, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, attendez, ça se voit que je suis paumée. Alors, tac, 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 tac. Ah bah non, c'était bien ça. Hop. Ouais, je vais pas vous le montrer là-dessus parce que du coup, c'est l'intégrale. Et puis, je vais perdre ma page surtout. Voilà, si, je vais vous montrer là comme ça. J'ai lu, là vous avez, j'ai l'intégrale du Sorceleur en version numérique. Donc j'ai lu le tome 2, l'épée de Providence. Voilà, vous allez mieux voir comme ça la couverture. L'épée de Providence, on est toujours, là c'est l'édition Brajlon, toujours d'Andrzej Sapkowski. Bon, non, ce nom-là ne se prononce pas, mais il s'éternue. Donc, j'ai replongé avec plaisir dans le... Alors là, je vous montre la version numérique, mais comme à l'instar de celle qui brûle, j'ai écouté le tome 2 du Sorceleur en audio. Et comment vous dire que j'ai surkiffé mon écoute. Je ne vais pas vous dire ma lecture, mais j'ai surkiffé mon écoute, tout simplement parce que le narrateur a une voix. Mais une voix, les gars, on est dedans, hein. On est dans l'univers du sorceleur. On est, voilà, on les vit, les combats, on les sent, on les ressent. Quand il prête sa voix à Geralt, c'est ah, Geralt, ouah. Bref, voilà. Bon voilà, je ne veux pas me cacher de mon admiration pour le personnage de Geralt de Rive, et le fait que ce soit Henry Cavill qui interprète le personnage à l'écran n'a rien à voir là-dedans. Voilà. Bref, donc du coup quand il prête sa voix au personnage de Geralt, on est dedans quoi. Moi j'ai envie de dire oui Geralt, tout ce que tu veux. Oui, il fallait me battre à tes côtés. Oui, oui, oui. Je vais me faire défoncer la tronche. Oui, c'est pas grave, tu me le demandes gentiment. Enfin bref, on se retrouve là aussi, comme dans le premier tome, dans un recueil de nouvelles. On retrouve Jasquier. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'a fait mourir de rire celui-ci. Bouf. Et on retrouve évidemment Yennefer. Et voilà, on va rencontrer encore une fois un certain nombre de personnages et de personnes extraordinaires, tels que des gobelins, des monstres un peu... On rencontre même un hobbit. Oui, messieurs, dames, un hobbit. Ce n'est pas spécialement cantonné au Seigneur des Anneaux. On en rencontre aussi dans le Sorceleur. Oui, messieurs, dames. Et voilà, dans ce tome 2, on va voir Geralt qui va rencontrer pour la première fois Ciri. Et moi qui ai regardé la série, j'ai regardé la série Netflix, c'est complètement différent dans les bouquins. Et on voit tout de suite que d'abord Ciri est beaucoup plus jeune dans les livres que dans la série. Et on perçoit tout de suite le profond attachement qu'elle voue au sorceleur. Qui est un peu plus... je pense que ça va être un peu plus développé dans le tome 3 dont j'ai commencé l'écoute. D'ailleurs, on sent voilà, qu'elle a une vénération pour Geralt. Et lui, il a un profond attachement vis-à-vis de cette petite fille. Et voilà, j'espère qu'on va un peu approfondir un peu ces relations-là. Mais en tout cas, moi, je kiffe l'écoute du sorceleur en livre audio. C'est super chouette. Voilà. Alors, ensuite, on va passer un petit peu aux choses qui fâchent. J'ai lu Orbit de Patricia Cornwell aux éditions J.C. Lattès. Orbit, c'est la suite de Quantum, dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. J'essaierai de vous mettre la vidéo point lecture dans lequel j'en fais référence. Et ici, donc, on retrouve la capitaine Chase,
dans la suite directe des événements de Quantum. Et je pensais très sincèrement qu'on allait plus s'attacher au niveau de l'enquête, de savoir qui était derrière la cyberattaque et derrière les événements qui nous ont été relatés dans Quantum. Et en fait, pas du tout. On est parti dans un truc. Là, j'étais en train de lire. Il arrive un truc au capitaine Chase. À un moment, j'ai refermé le bouquin et j'ai dit pas possible, je me suis trompée de bouquin. Mais de quoi qu'elle me parle? De où elle s'en va? On part dans un truc, mais complètement à la what the fuck. Complètement. Je me suis dit, wow! Ah bah, Patricia Cornell, elle a quand même fumé la moquette. Bon, alors, je veux bien que pour cette série de romans, elle a fait 2 ans de recherche sur la technologie spatiale, les robotiques et les derniers protocoles de sécurité au sein de la NASA et de différents services secrets. Je veux bien, mais là, trop de technologie tue la technologie. On s'attache très très peu à son enquête, mais on nous abreuve, on croule sous une avalanche de détails techniques, technologiques, scientifiques. On est écroulé sous les acronymes, les iris, les vers, les Harry, les Hades, les Carl. Alors bien évidemment, hein, ce sont des sigles qui ont une, une spécification directe, mais il y en a trop, quoi. Il y en a vraiment trop. Et voilà, là, on est à des kilomètres, et pour rester dans le thème du roman, à des années-lumière, complètement à des années-lumière de sa saga sur Qu'Escarpeta, dans le domaine de la médecine légale. Mais j'ai adoré, je me suis éclatée à lire les romans de la saga Qu'Escarpeta quand j'avais 20 ans. C'était super chouette, on apprenait énormément de choses sur les techniques médico-légales, mais ça ne, voilà, toutes les informations médico-scientifiques, médico-légales qu'on apprenait dans le roman, ça ne prenait pas le pas sur l'enquête. Ça servait à l'enquête, ça nous aidait à comprendre pourquoi les personnages allaient dans telle et telle direction par la suite. Et ici, bah ça assomme, quoi. Ça assomme. Donc, voilà, j'ai quand même été jusqu'au bout, parce que je voulais quand même laisser une chance à cette autrice qui m'a tellement apporté il y a de nombreuses années, et je voulais laisser une chance aussi au capitaine Chase. Et bon, force est de constater que quand même à la fin, on a un sursaut. Peut potentiellement penser qu'il va y avoir un 3e tome et qu'il va se passer autre chose dans ce 3e tome. Ça en est pas là au niveau des protagonistes. Ça peut pas en rester là, à mon sens, parce que c'est pas fini, clairement. Bon, je pense que je lirai le 3e tome. Je le l'achèterai pas, je l'emprunterai, hein, comme les 2 autres. Mais voilà, parce que je suis un peu pugnace, je suis tenace, et des fois j'ai envie de savoir quand même comment ça va se terminer, même si voilà, ce 2e tome a été un peu poussif, hein, voilà. Mais bon, c'est vrai que moi ça m'intéresse, hein, tout ce qu'il y a sur la technologie, sur la science, tout ça. Mais trop c'est trop, il faut encore que ça serve le récit. Et là, c'était une avalanche, une surenchère d'informations, et je pense que ça allait un petit peu à l'encontre du récit et des personnages, parce qu'on n'a vraiment pas je m'attache pas au capitaine Chase, hein. Peut-être un petit peu à sa famille, mais à elle, pour l'instant, bon, ce qu'on lui a fait subir, c'est pas cool, mais au-delà de ça, j'ai pas la même empathie que j'ai pu avoir pour Qu'Escarpeta. Donc voilà, affaire à suivre. J'ai lu celui-ci, je lirai le 3e s'il sort, histoire de me faire une idée et de ne pas rester complètement sur un échec, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que le 3e remplira toutes ses promesses. Voilà. Et enfin, ce que je vous disais en début de vidéo, voilà, c'est le tome 7 des Chroniques de Sainte-Marie, petits arrangements avec l'histoire de Jody Taylor, publié aux éditions Hervé Chopin. Donc je vous avais dit au début de vidéo que j'avais pas eu de coup de cœur.
Oui et non, mais vous savez que la saga en elle-même est un coup de cœur. J'ai adoré me replonger dans les aventures des historiens de Sainte-Marie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas et qui débarquent sur la chaîne, parce que oui, je sais qu'il y en a, même s'il y en a qui partent, qui restent, qui partent, qui restent, qui partent, qui restent, qui partent, qui restent. Bref, aux indécis. Pour ceux qui ne connaissent pas les chroniques de Sainte-Marie, on est dans un institut, donc, où on a des historiens, des scientifiques, qui étudient l'histoire. Vous me direz, Virginie, un historien qui étudie l'histoire, tu enfonces un peu une porte ouverte? Oui, c'est vrai, mais j'aime bien. Mais voilà, pas que. Ces historiens-là utilisent des capsules pour voyager dans le temps et étudier leur sujet d'analyse directement sur site à l'époque. Donc, on a aussi le personnage principal qui est le docteur Maxwell, qu'on appelle Max, qui est le personnage principal, le personnage fil rouge, excusez-moi, je suis fatiguée, je bafouille, le personnage fil rouge de cette saga, qui est directrice des opérations, voilà, elle fait elle-même des sauts, mais voilà, grosso modo, à chaque fois qu'il y a un historien ou plusieurs qui exécutent des sauts, et ben rien ne se passe comme prévu, il y a toujours une couille dans le pâté. Voilà, rien ne se passe jamais comme prévu, et nos héros sont obligés d'aller rechercher dans leurs ressources et d'imaginer, de faire preuve de beaucoup d'imagination pour se sortir des situations complètement rocambolesques dans lesquelles ils se trouvent. Et donc, voilà, là, ici, on est... voilà, on va voir Arthur, on va voir Jean Santerre. Là, on est très dans l'époque médiévale, moyenâgeuse, tout ça, plus. Et voilà, il va arriver encore des bricoles à Max pendant ses sauts. J'en dirai pas beaucoup plus parce que c'est quand même un tome 7. Donc on va éviter de se spoiler, hein, les gars. Mais tant et si bien que là, dans ce tome-là, ils ont été beaucoup trop loin. Il va y avoir énormément de répercussions extrêmement négatives, non seulement sur Max, mais également sur son entourage proche. Elle va tout faire pour essayer de réparer ses erreurs. Et il va arriver un rebondissement que j'ai pas vu venir. Mais que malgré tout, voilà, ayant lu la saga depuis le début, j'aurais dû me douter qu'à tôt ou tard, il serait arrivé, ça, ce rebondissement, qui laisse supposer un tome 8 particulièrement intéressant. Le tome 8, d'ailleurs, sort au mois d'octobre prochain. J'ai hâte, évidemment, de me plonger dedans. Comme à chaque fois que je chronique un tome des Chroniques de Sainte-Marie, je vous dis, foncez sur cette saga. Voilà. Vous voyagez dans le temps, dans l'histoire, sans bouger de votre fauteuil. Que demander de plus? Rien. Voilà, si ce n'est de commencer le voyage avec l'équipe des historiens de Sainte-Marie. Donc, je vous encourage vivement à découvrir cette saga, si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Donc, j'ai pas fini. Oui, je voulais parler aussi, je vous avais parlé lors de mon précédent point lecture, je crois, que je suis en partenariat avec les éditions Inceptio. Inceptio qui ont lancé un tout nouveau format de livre numérique, à savoir, voilà, ils ont sorti Les Voix de Brume d'Hélène Bess en format épisode. Vous avez un épisode toutes les semaines pendant plusieurs semaines, je crois que c'est jusqu'au 14 octobre. Donc là, j'ai lu l'épisode 4 ce midi. Alors, le concept d'épisode est assez novateur, moi j'aime beaucoup parce que voilà, c'est notre petite gourmandise de la semaine, quoi, si vous voulez. Moi j'attends le vendredi avec impatience parce que je sais qu'Ophélie va m'envoyer la suite. Donc d'ailleurs, merci Ophélie. Donc, j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que le format épisode est peut-être un peu court parce que... Alors peut-être que c'est le début,
le temps de voilà, le temps de mettre en place un petit peu l'histoire. Là, à l'épisode 4, on commence, il se passe des trucs. Là, c'était chouette. Alors pour vous résumer un petit peu, on est dans un univers steampunk. On a une équipe de chasseurs de primes qui exécutent des contrats un petit peu au plus offrant. Et un jour, on va leur demander, ils vont être convoqués pour une mission assez spéciale par un bonhomme assez haut placé dans la cité d'Evorias. Alors, la cité d'Evorias, putain. La cité d'Evorias, la première fois que j'ai lu la description de la cité d'Evorias. Oh là là, qu'est-ce que c'était chouette! Voilà, je vous ai bien teasé hein, la cité d'Evorias, hein, hein? Ah, je vous l'ai bien teasé, hein, hein, hein? Dites-le moi en commentaire si je vous l'ai bien teasé. Voilà, pour ceux qui savent, qui ont déjà eu le privilège et la chance de découvrir les épisodes en avant-première, vous savez de quoi je parle. Moi, j'ai été subjuguée par la description de la cité d'Evorias. Franchement, ça a été super chouette. J'ai eu des étoiles dans les yeux. Et puis, voilà, on commence à apprendre à connaître les personnages, à se découvrir des affinités avec eux. Pour certains d'entre eux, on a vraiment envie de les voir se développer au fur et à mesure des épisodes. Alors, bien évidemment, ça... Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment me placer, mais c'est court. À chaque fois, on en a envie d'un peu plus. Donc, mais voilà, c'est vraiment une expérience très très chouette de lecture. J'aime beaucoup. Je vous parlerai. Vous ferez des petits points d'étape hein, de ma lecture des différents épisodes des Voix de Brume. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de commencer cette lecture, je vous encourage vivement à découvrir cette lecture en épisode qui rappelle un petit peu les romans, les histoires qu'on avait dans les magazines féminins à l'été qui nous permettaient d'être accro ou pas. Mais je parle d'une époque que les moins de 20 ans ne connaissent pas, bien évidemment, en vieille peau que je suis. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu les romans que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à venir échanger avec moi en commentaire. Vous savez que c'est toujours avec plaisir que je vous réponds. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir et ça encourage. Si vous voulez faire voyager cette vidéo, n'hésitez pas... faites-la partager, faites-la circuler. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!